Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 9e jour sur TryHackMe pour l'Advent of Cyber 2023 et on va commencer la 15e tâche. Alors ici on va parler d'analyse de malware et plus particulièrement de malware écrit en C#. Donc on starte la machine, on retombe tout en haut, on va voir la split view et normalement on arrive sur une machine comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir les fondations de comment analyser des malwares de manière sécurisée. On va également voir les fondamentaux des binaires en .NET. On va voir comment fonctionne l'outil DNS, enfin DNSpy, qui va nous permettre de décompiler un malware qui a été écrit en .NET. Et on va également voir la méthodologie principale pour analyser des codes sources de malware. Donc ici, ils nous disent, attention, avoir un sample de malware peut être dangereux, donc il faut faire attention durant notre analyse. Ici, normalement, on va faire du debugging, c'est-à-dire qu'on va jamais l'exécuter, on va voir comment il se passe, enfin, comment il va interagir avec l'environnement dans lequel il est, mais on va jamais l'exécuter, donc normalement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ici, il nous explique comment, généralement, c'est fait lorsqu'on veut analyser un sample de malware. On va souvent le faire tourner dans ce qu'on appelle une sandbox. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un environnement qui est, on va dire, sécurisé et qui nous permet d'éviter d'avoir des problèmes avec le malware. C'est-à-dire qu'au niveau du réseau, on va mettre en place des contrôles. C'est-à-dire que par exemple, le malware ne pourra pas avoir accès à Internet, il sera cloisonné dans un certain environnement, ou alors il aura accès qu'à certains sites, ou alors on va le laisser au début voir les requêtes qu'il fait, et au bout d'un moment on va le stopper, bref. Il y a plusieurs façons de faire, mais en tout cas, on garde un contrôle sur le réseau, sur le requête qu'il fait. On le fait très certainement, enfin très souvent, tourner via de la virtualisation, c'est-à-dire dans des technologies comme VMware, VirtualBox ou des hyperviseurs comme Hyper-V ou autres. Donc ça permet de cloisonner vraiment l'environnement, d'avoir un environnement isolé. Donc si jamais le malware, en fait, finalement, c'est un ransomware et qui commence à chiffrer toute la machine, bah, comme en fait ça c'est de la virtualisation et que c'est pas une machine qui est réelle, normalement on n'a aucun souci. Encore faut-il que ce soit bien cloisonné, mais ça c'est un autre problème. Et dernier point, un environnement typique de sandbox met en place du monitoring et du logging pour être au courant de toutes les requêtes qu'a fait ou a essayé de faire un malware. Après, on va pouvoir analyser, récupérer ces informations, les analyser et voir finalement de quelle famille de malware il était, est-ce qu'il était vraiment dangereux ou est-ce que c'est juste un spyware, on va pouvoir le catégoriser, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment important également d'avoir du monitoring et du logging. Là, il nous explique comment nous connecter sur la machine, ça on l'a déjà fait. On peut se connecter directement en RDP, mais nous on va utiliser le Remote Access. Là, il nous explique en fait comment fonctionnent les binaires qui sont compilés par rapport au .NET. Alors en fait, ils nous disent que de base, .NET c'est un langage qui est compilé, donc à la fin, on a quelque chose qui est transformé en langage machine, qui est en .exe qu'on va pouvoir directement exécuter. Sauf que, contrairement à ses amis comme C, C++, ici, on a quelque chose qui change un petit peu, c'est que, en fait, en C, C++, quand on compile quelque chose, enfin, quand on compile du langage en binaire, ça va directement être transformé en langage machine. Or, là, avec le .NET, il va y avoir un langage intermédiaire, fait que, en fait, c'est une sorte de pseudocode, c'est pas totalement directement converti comment ça s'appelle, en langage machine. Ça va être d'abord en pseudocode qui lui ensuite va être compilé en langage machine. Et de ce fait, en fait, le C#, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, depuis le langage intermédiaire, retourner dessus, et dedans, il y a des metadata qui vont nous permettre de reconstruire le code source à partir du langage intermédiaire. Donc c'est pour ça que, on va le voir juste après, avec les langages C#, si on sait que c'est un C#, normalement, on a accès directement au code source, ce qui n'est pas possible avec du C++ ou autre langage compilé. Là, il nous explique les bases de la programmation en C#, les variables, les classes, machin. Bon, je vous laisserai lire si vous n'êtes pas familier. Ici, il nous explique le fonctionnement classique d'un C2, donc d'un command and control. Donc, on a le serveur qui va envoyer et récupérer les commandes. On a un malware qui lui en fait est le client, ou on peut appeler ça aussi un agent, qui va être exécuté sur la machine cible. Donc là, la victime, elle exécute le malware, donc le client. Le client, à intervalles réguliers ou pas, ça dépend comment c'est configuré, va aller demander au serveur C2 s'il a des commandes à l'exécuter.
Donc par exemple, au bout de 5 minutes, le client va automatiquement contacter le serveur. Il va lui demander est-ce que tu as des commandes pour moi qu'il faut que j'exécute sur la victime? Oui, non. S'il n'en a pas, bah, il fait rien. Il attend 5 minutes, il va recontacter, ainsi de suite. Quand il y a une commande à exécuter, donc il se connecte sur le C2. Le C2 lui dit ok, je veux que tu m'exécutes cette commande-là. Le user, il est en mode ok, donc il exécute la commande. Donc, par exemple, j'ai n'importe quoi, ça peut être un WAMI, ça peut être un net user, ça peut être n'importe quoi au niveau du PC de la victime. Et l'agent va ensuite renvoyer les résultats au serveur. Et il y a un autre attaquant avec sa machine qui, lui, peut se connecter au serveur à la fois pour voir les réponses et également pour lui donner d'autres commandes à exécuter. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à peu près. Donc là, les requêtes peuvent être faites de manière différente. Ici, ils nous disent que la plupart du temps, ça fonctionne en HTTP ou mieux HTTPS, parce que HTTPS, forcément, c'est chiffré. Les requêtes sont chiffrées, donc on ne voit pas ce qui se passe, on ne voit pas en clair les commandes qui sont passées. Et HTTP ou HTTPS, parce que le flux web, c'est ce qui se font le mieux dans la masse. C'est pas forcément très, comment ça s'appelle? Très c'est pas un red flag de trouver une requête HTTP. Donc là, il nous explique également qu'il peut y avoir un délai ou un sleep. Donc pour dormir, on attend une certaine période. Voilà, donc le truc classique. Et l'exécution de commandes, ou depuis le serveur, envoyer des commandes au client pour que lui exécute des commandes au niveau de l'OS. Voilà. Pour décompiler maintenant le malware avec DNSPy. Donc au niveau de la machine, DNSPy, c'est cet outil-là. Donc on double-clique dessus. Ça va ouvrir une fenêtre comme ça. Au début, elle sera vide, évidemment. On va faire dans File, Open. On va se rendre dans Desktop Artefact. On va sélectionner All Files. Et dedans, on a notre malware qu'on va pouvoir ouvrir dedans. Quand on l'ouvre, normalement, on arrive sur quelque chose qui est comme ça. Hop. Et ici, on peut directement voir l'entry point. Ici, l'entry point, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'entrée du programme, où est-ce que le programme va être lancé. Donc, normalement, c'est toujours le main. Donc, on peut cliquer dessus. Et ça nous emmène vers le main. Donc là, à gauche, on a l'arbre qu'on va pouvoir, dans lequel on va pouvoir naviguer pour voir les différentes choses. Donc là, on peut voir qu'on est dans le main. Et dans le main, on peut voir qu'on a différentes fonctions. Donc une qui s'appelle decryptor, une qui s'appelle encryptor, execute command, get it, implant, le fameux main, post it et sleeper. On va voir l'une après l'autre à quoi servent ces commandes. Donc là, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Et ici, on a le main de la fonction. Donc là, ils nous disent, ok, on va essayer de comprendre les différentes fonctionnalités du malware. Donc ici, on a la première fonction qui s'appelle getIt. Donc ici, on va dessus. GetIt, qu'est-ce que ça fait? Ça fait simplement une requête HTTP classique sur un site web, enfin sur l'URL qu'on lui aura donné en paramètre. Et il va utiliser le user agent suivant. Donc déjà, si on va voir un petit peu les questions, on va gagner du temps. On va nous dire ici, ok, hop, première question, quel est le user agent qui est utilisé par le malware pour faire des requêtes au serveur C2? Si on retourne ici, on a vu que le user agent qui est utilisé, c'est celui-ci, donc on va pouvoir directement le copier-coller dans la réponse, et normalement, on sera bon pour le premier. On est bon, on a réussi la première question. On peut déjà voir les autres questions. Quelle est la clé qui est utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données au niveau du C2? Donc là, normalement, il y a une clé qui est assez longue, qui va nous permettre de chiffrer et déchiffrer. Donc là, si on retourne au-dessus, on avait pu voir que la toute première fonction s'appelle getIt. Donc ça fait une simple requête get avec le module web request sur l'URL qu'on lui aura passé. Bon, ok. Ensuite, on a une deuxième qui s'appelle post-it. Contrairement à get, post-it, ça va faire une requête web également, mais cette fois-ci, alors pas du tout, cette fois-ci avec la méthode post. Voilà, j'ai tout cassé, hop, post-it avec la méthode post. On peut voir que également, il reprend le même user agent et qui va faire une requête post en mettant les données qu'on lui aura passées en paramètres ainsi que sur l'URL qu'on lui aura fourni. On a un autre aussi, sleeper. La fonction sleeper, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va juste dormir pendant un certain temps qu'on lui aura indiqué en paramètre. Execute commande. On va dessus, execute commande. Bah, comme son nom l'indique, en fait, on va start un nouveau process sur la victime. Et on va lui dire, ok, la commande que tu me passes en paramètre, tu vas l'exécuter via le cmd.exe. Classique, ensuite, ça récupère les informations et ça les renvoie en sortie standard.
que le C2 puisse le récupérer. Encryptor, encore une fois, comme son nom l'indique, c'est la fonction qui va nous permettre de chiffrer les données. Donc on lui passe des données en paramètres, et lui va utiliser de l'AES, donc du chiffrement symétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir une clé pour déchiffrer, enfin une clé pour chiffrer, et la même clé pour déchiffrer. Contrairement à l'asymétrique, où on a deux paires de clés à chaque fois, une paire de clés privées, une paire de clés publiques, pour chiffrer et déchiffrer. Et là, tout est fait avec la même clé. Et la même clé, elle est faite ici. Alors, évidemment, forcément, il faut que j'ai des problèmes de connexion quand je le fais, mais normalement, c'est you can hack this super, enfin, you can't hack this super secure C2 keys. Donc, ici, ça, c'est la clé qui nous demande justement ici. On retrouve. Donc, la méthode HTTP, on avait vu que c'était du post. Hop. On avait vu également que la clé utilisée pour chiffrer et déchiffrer, c'était la même ici. Alors évidemment, se reconnecter. Et on est de retour. On récupère ça. On peut voir qu'en fait, encryptor et décryptor, on va utiliser la même clé parce que c'est du symétrique. Donc forcément, c'est tout le temps la même chose. C'est celui-ci. Hop. On a déjà répondu à 3 questions. Voilà. Et ensuite, il reste quoi comme commande? Alors, on peut déjà voir la prochaine question, c'est combien de secondes sont hardcodées au niveau de la fonction pour dormir. Donc on retourne sur le sleeper. Là, il n'y a rien qui est hardcodé, on va directement passer en paramètres. Donc on va retourner dans le main pour voir un peu ce qui se passe. Là, on a un count qui est à 15 000. OK. Et ensuite, si on cherche notre fonction sleeper, programme sleeper count. Ça veut dire qu'on va directement passer count. Le sleep, normalement, il me semble que c'est en millisecondes, voilà, ils mettent là, en millisecondes. Donc 15 000 millisecondes, en secondes, ça fait 15. Donc ici, normalement, on est à 15 secondes, on est bon. Quelle est la première URL HTTP utilisée par le malware? Là, si on retourne ici, alors il y en a une qu'on n'a pas faite de commande, c'était celle-ci, implante. En fait, ça va nous permettre, donc quand l'utilisateur utilise la fonction implante avec l'URL, on va récupérer l'information à l'URL et on va essayer de l'écrire dans le binaire qui s'appelle spykit.exe. Si c'est réussi, eh ben on va retourner le texte de l'emplacement d'où a été écrit le binaire. Sinon, on ne retourne rien. Voilà, donc c'est les fonctions qui vont être utilisées en général là-dedans. Donc là, quelle est la première URL HTTP qui va être utilisée par le malware? Ici, on peut voir qu'on a déjà l'URL, enfin une string, qui s'appelle http mcgreedysecret.c2.thl. Donc ça, c'est le nom de domaine. Et ensuite, derrière, on a URL, donc c'est la string qu'on avait avant, concaténée avec le /reg. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, toutes les requêtes qui vont être faites vers ce domaine-là, avec le /reg derrière. Donc, quelle est la première URL utilisée par le malware? C'est celle-ci. Donc on va pouvoir récupérer premièrement le domaine, et ensuite l'URL plus précise avec le /reg. Et là on est bon. Ensuite, quelle est la commande C2 que l'attaquant utilise pour exécuter des commandes via le cmd.exe? Donc on l'avait vu, cmd.exe c'est utilisé dans le execute commande, cmd.exe ici. Et là, il va falloir voir dans le main où est-ce qu'on utilise cette fonction-là. Donc si on retourne dans le main, on descend, on peut voir qu'il est utilisé, alors, on ne le voit pas bien ici, alors, attendez, shell, ici execute commande. Donc string 4, ça va être execute commande du texte qu'on aura passé, donc on va exécuter la commande et on va la chiffrer pour éviter que ce soit visible partout. Donc là, si on voit ici, on a plusieurs fonctions. C'est-à-dire que si l'attaquant tape sleep, on va check s'il a tapé sleep. S'il a tapé sleep, eh ben, enfin, si la commande n'est pas différente de sleep, c'est-à-dire qu'il a tapé sleep, et du coup, on rentre dans le else, et on va dormir le temps défini. Sinon, si il n'a pas tapé sleep, on check est-ce qu'il a tapé shell. S'il a tapé shell, on va dans le else, et du coup, s'il a tapé shell, ça veut dire qu'on exécute la commande. Sinon, est-ce qu'il a tapé un plan? S'il a tapé un plan, eh ben, on va écrire un certain binaire dans
c'est un fichier spécifique. Et s'il n'a pas écrit ça, s'il n'a pas écrit ni slip, ni shell, ni implant, on check. Est-ce qu'il a écrit quit? S'il a écrit quit, on met le flag à true. Et une fois qu'on est parti, enfin une fois qu'on est sorti de la boucle, on check. Si le flag est à true, eh ben, on break et on quitte la chose. Donc ici, c'est bien la commande shell qui est tapée pour exécuter des commandes. Donc ici, ces deux commandes shell, on est bon. Et ensuite, quel est le domaine utilisé par le malware pour télécharger un autre binaire? Donc si on regarde dedans, pour télécharger un autre binaire, on avait vu que la fonction implant, ici, implant, c'est ce qui est utilisé pour aller écrire un binaire qu'on aura passé via l'URL dans un fichier spécifique qui s'appelle spikekit.exe. Ici, download another binary, bah, c'est exactement le cas là. On va download un binaire passé en paramètre via l'URL pour l'écrire dans ce fichier là. Donc si on retourne encore une fois dans notre main, on va voir que bah, l'autre URL qui est utilisée pour télécharger un implant et l'écrire sur la machine, c'est la suivante. Donc on va pouvoir récupérer l'information. Alors on ne nous demande que le domaine, on va enlever tout ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a avant, et normalement on est bon. Voilà, et on a terminé la room d'aujourd'hui. Donc c'était assez simple, mais ça nous montre bien comment on peut faire en sorte de récupérer un sample de malware pour le décompiler et retrouver les informations utiles dedans. Donc évidemment, ça nécessite un petit peu de connaissances en C# ou dans le langage en question dans lequel le malware a été écrit. Mais on a pu voir que bah, grâce à ça, on a pu voir un peu le comportement et les requêtes qui faisaient directement vers les différents noms de domaine. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve demain pour le prochain jour. Allez, bye bye.